Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to ChatGPT. Bonjour, ici la voix de Benjamin Vincent. Et ici la voix de Fabrice Neumann. Bienvenue à toutes et tous pour le 10e épisode des Voix de la Tech. Chaque vendredi, en moins de 30 minutes, c'est l'actu tech décryptée par les voix qui la font. Et si vous en voulez davantage, la version intégrale avec les interviews en entier vous attend sur Apple Podcasts. Et oui, c'est le 2e anniversaire de ChatGPT, ou pour être plus précis, les 2 ans de la révélation au monde de ChatGPT 3.5. Souvenez-vous, c'était le 29 novembre 2022. Nous, on n'a pas oublié, d'autant que c'est le LLM, le grand modèle de langage, qui a tout changé, Fabrice. C'est vrai, Benjamin, qu'on a vraiment l'impression qu'on ne parle plus que de ça, ou presque, depuis ce moment choc. L'IA a envahi nos vies, en tout cas la mienne, et a déjà profondément transformé le monde de la tech. Le débat qui fait rage aussi, c'est de savoir si un jour l'IA dépassera notre intelligence humaine. Et oui, qui a tort, qui a raison, entre d'un côté les experts qui cherchent à nous rassurer sur les limites de l'IA comme Yann Lequin de Meta, ou ceux qui ne croient pas à un plafond de verre comme Dario Amodei, le créateur de Claude chez Anthropic. Dans une dizaine de minutes, on va poser la question à un spécialiste de l'IA, un sujet sur lequel il travaille depuis 2017. Son nom, c'est Benoît Raphaël, il est journaliste, entrepreneur, co-auteur de la newsletter hebdomadaire Génération IA, aux 25 000 lecteurs déjà. Günther Gerhardt est l'un des réalisateurs de pubs notamment les plus talentueux de sa génération, et il a découvert comme nous ces derniers jours les nouveaux progrès réalisés en vidéo par l'IA générative. Imaginez par exemple un plan filmé en vertical avec un smartphone. Gen 3 signé Runway est capable d'étendre cette vidéo et d'en proposer un format vidéo carré ou 16/9 en inventant toutes les parties manquantes de l'image vidéo. Le résultat bluffant ouvre des perspectives créatives incroyables en posant aussi des questions de fond. On va en discuter avec Günther Gerhardt dans une vingtaine de minutes. Bonjour Michel Lévy-Provençal. Bonjour Benjamin. Bonjour Michel. Bonjour Fabrice. Merci d'avoir accepté notre invitation cette semaine dans Les Voix de la Tech, Michel. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je rappelle que tu es futuriste, conférencier, tu es le fondateur de TEDx Paris, tu es auteur aussi, consultant. Et si on a eu envie de te proposer de participer au podcast cette semaine, c'est notamment pour nous raconter ce podcast étonnant que tu as mis en ligne il y a quelques jours. Podcast, tu le présentes comme ça, sur l'IA, par l'IA. Il s'appelle l'IA aujourd'hui et c'est un ovni expérimental. Totalement expérimental, oui. C'est toi sans être toi, ou est-ce que c'est vraiment toi ? Et puis on va évidemment en écouter un bout dans un instant. Oui. Alors, bon, pour expliquer ce que c'est que ce podcast, en réalité, c'est un podcast qui est réalisé par l'IA à partir d'informations glanées sur le net à propos de l'IA et qui est dit par une IA, un avatar, copie conforme de moi-même, donc un clone de moi. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi, on le voit avec l'IA générative, on est complètement envahi par non seulement ce sujet, mais surtout les contenus qui sont générés par l'IA, avec une problématique majeure, c'est qu'on n'arrive pas en réalité à traiter toutes ces informations qui nous arrivent. On a un foisonnement d'infos, on a une infobésité qui fait que notre cerveau humain n'arrive plus à faire le tri. Et donc l'idée était simple, c'est de se dire sur un sujet particulier, parce que moi je m'y intéresse depuis quelques années déjà, je suis ingénieur de formation, l'IA est un sujet sur lequel j'ai commencé à bosser en 97. C'est pour vous dire les premiers réseaux de neurones sur lesquels j'ai travaillé. Et depuis maintenant quelques années, je m'intéresse de plus en plus à ce sujet-là pour essayer de gagner en productivité, accompagner aussi en conseil certains clients sur le sujet. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je fais pour suivre tout ce qui se passe au quotidien, pour être à la page, pour être à jour. Donc l'IA était une solution pour essayer non pas de créer du contenu, mais pour essayer de synthétiser et faire en sorte que nos cerveaux humains, cette fois-ci, puissent digérer cette information foisonnante.
Donc l'idée était non pas de créer un podcast pour le rendre public, pour être clair, mais de développer un certain nombre d'outils qui me permettent, moi, de suivre l'activité autour de l'IA et de façon extrêmement simple, extrêmement synthétique. Michel, je te propose qu'on écoute un bout de ton podcast. Donc c'est l'IA aujourd'hui que tu as mis en ligne le 20 novembre pour la première fois. Bienvenue dans l'IA aujourd'hui, le podcast de l'IA par l'IA qui vous permet de rester à la page. Aujourd'hui, des décisions politiques influencées par des hallucinations d'IA, l'expansion audacieuse de GitHub vers des outils multimodèles, l'épineuse question de la gouvernance de l'IA, ignorée par la plupart des entreprises, et des tensions au sein de grandes entreprises technologiques. C'est parti. Je vous parle d'une révolution en marche dans le domaine de la santé. Alors peut-être sans dévoiler tous tes secrets, mais est-ce que tu peux nous dire comment fonctionne le podcast et comment il est produit et à quel moment tu interviens, humainement parlant, ou pas? 100% du podcast est automatisé. 100%. Ouais, c'est la question que je voulais te poser. Est-ce que ça va jusqu'à la publication, la mise en ligne du podcast? Tout le processus, et c'était le but. C'est-à-dire que moi, mon but, c'était pas de encore perdre du temps à aller chercher le contenu, à le mettre en forme, à le lire et ensuite à le poster manuellement. Non, tout le contenu est généré automatiquement, ce qui fait que je l'utilise personnellement tous les matins pour lire l'actu de l'IA en 5 minutes, quoi. Donc tu t'écoutes Oui, alors je pour m'écoute. apprendre l'actu de l'IA. Voilà, je m'écoute pour apprendre. Puisque tu t'écoutes, est-ce que tu es parfaitement content de ta voix ? Alors, je trouve que la voix, il y a eu plusieurs étapes. D'ailleurs, j'ai été très transparent. Si vous écoutez le tout premier épisode et l'épisode, par exemple, de ce matin, il y a une évolution sur la voix. Normalement, la voix est un peu plus fidèle qu'au tout début. De la même manière, vous allez percevoir aussi une évolution sur le contenu. Et c'est un processus qui est en progrès, c'est un work in progress. C'est-à-dire que toutes les semaines environ, j'essaie de fine-tuner mais pour mon propre usage, encore une fois, parce que je l'ouvre à tous, si ça vous intéresse. Donc je fine-tune un petit peu le prompt de sorte à ce que ce soit plus pertinent. Au début, il était très axé... il posait beaucoup de questions, il interrogeait aussi la dimension éthique de l'IA, ce qui devenait un peu ennuyeux à la longue. Donc là, j'ai un peu modifié le prompt de sorte à ce que ce soit un peu plus factuel et qui colle un peu plus à l'actualité. L'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, il s'attache à rendre compte de trois news. Peut-être que je vais essayer de faire en sorte qu'il soit un peu plus direct, un peu plus factuel pour traiter un peu plus de news qu'il ne le fait, peut-être en rajoutant aussi des sources d'informations. Tu parlais des progrès en à peine une semaine, Michel, sur le rendu en fait de ta voix et la manière dont ces news sont restituées. On va écouter un bout justement de cet épisode une semaine après le premier extrait qu'on a écouté au début. Commençons par le Royaume-Uni, qui a récemment annoncé la création du laboratoire de recherche en sécurité de l'IA, ou LAS. Ce laboratoire a pour mission de protéger la Grande-Bretagne et ses alliés contre les menaces émergentes. Fabrice, quelle a été ton impression à toi quand tu as découvert et écouté le premier épisode de Michel Lévy-Provençal ? Alors, les voix comme ça sont toujours très étonnantes. C'est pour ça que je posais la question à Michel, de savoir comment il trouvait sa propre voix. C'est-à-dire que je trouve que encore aujourd'hui, malgré les progrès énormes, au bout de quelques minutes, on a cette petite impression en anglais on dit uncanny valley, c'est donc la vallée de l'étrange, où on se dit c'est pas tout à fait ça. Il y a un ton qui va pas sur un bout de phrase, des choses comme ça. Et moi ça me fait décrocher un peu de l'écoute. Alors est-ce que cette dernière portion de justesse est atteignable à ton avis ? Oui, bien sûr, c'est toujours perfectible. On en est encore au stade où on sent qu'il y a une sorte de mécanique qui s'installe. Et c'est pour ça que l'enjeu, c'est aussi le contenu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop que l'outil génère des questionnements un peu philosophiques sur un sujet. En fait, ce n'est pas le sujet. Ce qu'on veut, c'est entendre des news. Ce qu'on veut, c'est entendre une revue de presse. Donc, si on a un outil qui est court, qui nous balance beaucoup d'informations dans un temps très très court, on est amené à plus l'écouter. Et c'est tout l'enjeu, à mon avis, de l'outil, en tant qu'utilisateur de cet outil, c'est-à-dire en tant qu'audience de ma
propre voix, c'est un peu égotique, mais c'était aussi un moyen de montrer les capacités de l'IA aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent en podcast et qui connaissent ma voix, de retrouver cette voix artificielle qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la mienne, c'était un moyen de faire une mise en abîme. Michel, est-ce que le fait de choisir les sources et d'affiner le prompt, est-ce que ça suffit pour avoir la garantie qu'on propose aux auditeurs un contenu qui soit fiable? Le choix des sources est très important, ça c'est sûr. Et puis il y a le prompt lui-même, c'est-à-dire que cette consigne qu'on donne à l'IA qui fait qu'elle va choisir telle ou telle news, elle va la traiter de telle ou telle manière, qui est très très importante. Quels sont les premiers retours que tu as reçus après la mise en ligne des premiers épisodes? J'ai deux catégories de retours. J'ai une première catégorie, mais je m'y attendais, de gens qui rejettent en bloc et qui disent non mais c'est n'importe quoi, en fait vous créez encore plus de contenu et en plus le contenu est pourri parce que c'est fait par une IA. Oui, bon, ok, j'assume complètement la dimension expérimentale du truc, je l'ai juste ouvert, voilà. Certains veulent l'écouter, d'autres pas, j'oblige personne. Moi je l'utilise pour mes propres usages, mais en plus comme expérimentation. Des gens qui s'inquiètent énormément du fait que ce sont des outils qui demain pourraient remplacer finalement ce qu'on fait. Moi, je suis host de podcasts, plusieurs podcasts. J'ai Trendspotting. Là, je sors un nouveau podcast début décembre. D'ailleurs, je ne l'ai pas annoncé encore. On va l'annoncer dans les jours qui viennent, qui sera le podcast de la communauté officielle TED francophone, donc à partir du 2 décembre. Donc là, il y a des gens qui sont très inquiets par rapport à l'évolution de l'IA. Et puis, des gens un peu comme vous, qui me disent « Ah, c'est génial, c'est intéressant. Bon, évidemment, c'est pas parfait, mais c'est extrêmement prometteur. » Et puis, ça pose aussi énormément de questions et ça nous intéresse, on est curieux. Donc voilà, moi, je me positionne un peu dans cette troisième catégorie quand je regarde l'objet de l'extérieur en me disant c'est fascinant ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut pousser le bouchon jusqu'à ce que ce soit véritablement utile et pas juste une expérimentation fun, quoi. Et c'est tout l'enjeu. Moi, je cherche des outils pour essayer de mieux faire mon métier, d'améliorer aussi notre productivité, et des gens aussi qui s'inquiètent énormément de cette course folle en faveur de l'usage de l'IA pour la productivité. C'est l'époque qui veut ça. On va pas résister, nous, dans notre coin, tout seul, à cette transformation massive. Michel Lévy-Provençal, merci beaucoup d'avoir été notre invité cette semaine dans Les Voix de la Tech. Et à bientôt. À bientôt, Michel. À bientôt. Merci, Benjamin. Merci, Fabrice. Bonjour, Benoît Raphaël. Bonjour. Bonjour, Benoît. Merci d'être avec nous pour notre 10e épisode des Voix de la Tech. Alors, vous êtes journaliste et entrepreneur. Vous publiez notamment une newsletter qui s'appelle Génération IA. Ça tombe bien parce qu'on va parler d'intelligence artificielle. Voilà, le débat fait rage pour savoir si l'IA va un jour accéder à l'intelligence tout court, voire dépasser l'intelligence humaine. Et on s'est dit que vous seriez une voix vraiment intéressante pour alimenter ce débat. Est-ce que vous avez un avis sur ce sujet ? Oui, alors le débat, il fait rage, mais alors, le problème, c'est que quand on veut avoir un débat correct, il faut bien poser les termes du débat. D'abord être d'accord sur les faits, puis ensuite être d'accord sur de quoi on parle, en fait. Quand on parle d'intelligence, par exemple, certains parlent de super-intelligence, qui est une espèce de point de bascule où l'IA devient tellement intelligente qu'elle va surpasser de façon exponentielle l'intelligence des humains, et puis ensuite envahir le monde de trombone, selon une des théories d'un philosophe qui s'appelle Nick Bostrom, ou alors ceux qui pensent qui parlent d'AGI, donc l'intelligence artificielle générale, qui est poursuivie notamment par OpenAI, donc qui serait plutôt une intelligence artificielle qui arriverait au niveau d'un humain. Puis après, vous avez d'autres définitions plus précises, et je préfère celle-là d'ailleurs, l'IA capable, l'intelligence artificielle capable, de Mustafa Suleyman, qui est actuellement chez Microsoft, mais qui est le fondateur de DeepMind, qui dit en gros, c'est une IA, quand on lui donne $100, et ensuite elle a accès à plein d'outils, et à la fin, elle génère $1 million. Donc là, on sera sur une IA qui serait capable de faire des choses, notamment de développer une entreprise. Oui. Et puis on a celle d'Amodei, de Dario Amodei, qui est le patron d'Anthropic, qui lui parle d'intelligence artificielle puissante. Et lui, il est beaucoup plus précis, encore une fois. Il dit que c'est une intelligence artificielle qui, dans certains domaines, donc plutôt la science, l'ingénierie, voire l'écriture et le code, à un niveau équivalent à celui d'un prix Nobel, même s'il n'y a pas de prix Nobel du code,
et qui serait donc capable, on lui fournit une tâche, elle a à sa disposition différents outils et capable de façon autonome de les utiliser pour obtenir un résultat. Justement, Benoît, puisque vous citiez Dario Amodei, donc le créateur de Claude chez Anthropic, c'est lui-même un ancien d'OpenAI. Il était l'invité de Lex Fridman, un podcast marathon, j'ai envie de dire, qui dure 5 heures. On va en écouter un extrait et puis on en parle après. If you just kind of like, and this is totally unscientific, but if you just kind of like eyeball the rate at which these capabilities are increasing, it does make you think that we'll get there by 2026 or 2027. Again, lots of things could derail it. We could run out of data. We might not be able to scale clusters as much as we want. Like, maybe Taiwan gets blown up or something and, then we can't produce as many GPUs as we want. So there are all kinds of things that could derail the whole process. So I don't fully believe the straight line extrapolation. But if you believe the straight line extrapolation, we'll get there in 2026 or 2027. I think the most likely is that there's some mild delay relative to that. I don't know what that delay is, but I think it could happen on schedule. I think there could be a mild delay. I think there are still worlds where it doesn't happen in 100 years. The number of those worlds is rapidly decreasing. Benoît Raphaël, quand on écoute Dario Amodei, on a presque un son de cloche assez atypique, non, aujourd'hui ? Oui, parce que d'abord, lui, c'est un chercheur. Faut comprendre que c'est un chercheur qui vient, lui, plutôt de ceux qui craignent énormément les risques liés à l'IA. Il a même été classé dans les catastrophistes. Alors, c'est la raison pour laquelle il a publié un essai très optimiste, parce qu'il reste aussi optimiste tout en étant conscient. Et il a quitté OpenAI pour ces raisons-là. Il estimait que les questions de sécurité n'étaient pas assez prises au sérieux. Et il a préféré monter sa propre boîte avec la sécurité au cœur, en fait, de ce qu'il appelle la constitution du modèle. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'Anthropic est certainement une des entreprises, je trouve, aujourd'hui, les plus intéressantes à suivre dans le domaine de l'IA. Ouais, son essai, c'est Machines of Loving Grace, pour ceux qui s'y intéressent. Voilà, donc il essaie d'imaginer un futur où l'IA peut effectivement permettre à la science de faire en 5 ans ce qu'elle aurait pu faire en 50 ans. Et ce que je trouve intéressant dans sa démarche, c'est que moi, j'avoue que c'est un sujet, l'intelligence générale, la super-intelligence, c'est un sujet qui m'agace un peu, qui est un petit peu casse-gueule. C'est beaucoup de la science-fiction, ça alimente beaucoup les peurs, ça permet aussi de faire beaucoup de marketing et de lever pas mal d'argent. Et fondamentalement, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Puis d'ailleurs, est-ce qu'on a besoin d'avoir une IA intelligente comme un humain, à moins de vouloir jouer le rôle de Dieu, ou est-ce qu'on a simplement d'avoir des IA qui soient utiles, donc qui soient effectivement des collaborateurs ou des assistants. Et je préfère sa définition parce qu'elle est précise. Dans certains domaines, elle permet d'avoir accès à des outils et d'accomplir des tâches de A à Z en collaborant avec l'humain. Et peut-être demain, de mener elle-même ses propres recherches, par exemple. Donc, je trouve qu'au moins c'est précis, ça nous amène dans un futur qu'on arrive à peu près à imaginer. On voit à peu près les technologies qui sont en jeu là actuellement. On voit que tout n'est pas encore complètement prêt. Mais je trouve ça plus proche, plus réaliste. Et donc c'est plus facile de débattre évidemment là-dessus. Et donc notamment des risques, parce que pour parler des risques, il faut savoir exactement de quoi on parle. Comme dit Yann Lequin, c'est pas la peine d'inventer le parachute si on n'a pas encore inventé l'avion. Alors Dario Amodei n'est pas complètement d'accord, parce que lui il dit oui d'accord, mais on peut quand même s'y préparer un petit peu, mais au moins le fait d'avoir une vision assez claire de ce qu'il entend lui par IA puissante, ça permet de commencer à se préparer effectivement à ces ceintures de sécurité. Alors vous avez cité Yann Lequin, on va rappeler qu'il s'agit du responsable de l'intelligence artificielle chez Meta, ancien Facebook. Bon, justement, on va peut-être l'écouter, Yann Lequin, quelques instants, pour être bien sûr de ce qu'il a en tête. Est-ce que ça veut dire prendre des systèmes actuels, tels que les LLM, Large Language Models, ou des architectures similaires, et est-ce qu'on va arriver à l'intelligence de niveau humain simplement en entraînant ces systèmes avec plus de données, ou simplement en les entraînant avec plus de puissance de calcul, plus de raffinement, etc. Et ma réponse à cette question est absolument pas. Absolument pas, non. Les LLM sont très utiles, très puissants. Il y a plein d'applications à développer avec eux, mais ils ne mèneront pas par eux-mêmes à des systèmes de niveau d'intelligence humaine. Alors je n'utilise pas l'acronyme consacré un petit peu pour ça, qui est AGI en anglais, Artificial General Intelligence, intelligence artificielle générale. J'ai horreur de ce terme parce que
si on l'utilise pour désigner des systèmes qui ont l'intelligence humaine, on fait un énorme contresens à cause du fait que l'intelligence humaine n'est pas du tout générale. L'intelligence humaine est très spécialisée. On a un petit peu de mal à s'imaginer que l'intelligence humaine est spécialisée, mais en fait, c'est simplement parce qu'on a du mal à imaginer des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Oui, alors d'abord, je vais vous parler comme à ChatGPT, parce que du coup, on apprend finalement à parler aux humains et être très clair. Soyons très clairs sur les termes qu'on emploie, de façon à ce que le débat S'il vous plaît. ne dérape pas. Ça nous pousse aussi à des questions parfois existentielles sur notre rôle. Si on a peur d'être remplacé par un outil, c'est que peut-être qu'on vit comme des outils, et on est l'outil de qui dans ce cas-là ? Donc je pense que, quelque part, ce qui est en train de se passer là, les débats philosophiques sont intéressants, je trouve, mais il faut être capable de les nuancer et de ne pas être toujours dans l'exagération, parce que finalement, cette exagération, elle sert en fait, quelque part, les marketeurs qui, eux, cherchent à lever beaucoup d'argent, parce que fondamentalement, pour arriver à ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, il va falloir lever beaucoup de milliards et puis construire beaucoup de centrales électriques pour alimenter tous ces modèles. Merci beaucoup Benoît Raphaël pour cette réflexion autour de l'IA en ce jour anniversaire de ChatGPT. Merci encore d'avoir été notre voix de la tech cette semaine autour de ces sujets et de l'IA. Merci Benoît Raphaël. Merci à tous les deux. Bonjour Gunther Gerhardt. Salut Benjamin. Bonjour Gunther. Salut, c'est Fabrice. Trop content de t'accueillir dans les voix de la tech, Gunther. On se connaît depuis une douzaine d'années. On s'est rencontrés à l'époque où j'ai créé Watch TV. Tu faisais du motion design à l'époque. Oui. Tu es devenu, selon moi, l'un des meilleurs réalisateurs, notamment de pub. Des images assez dingues qui montrent bien ce que tu fais avec une caméra, avec un petit peu de moyens, j'imagine. Et puis, comme nous, il y a quelques jours, tu as découvert la fonction Expand. Ouais. Alors, c'est encore une version alpha, hein, c'est quasiment à titre encore un peu expérimental, oui. Mais Gen 3 de Runway, cette solution, ce logiciel à base d'IA qui permet de faire ce qu'on faisait déjà avec de l'image fixe, notamment dans Firefly d'Adobe, c'est-à-dire agrandir une image parce qu'elle n'est pas au bon format ou parce qu'il manque des morceaux qu'on a trop cadrés. Typiquement, on a trop resserré et on a besoin d'un peu d'air. C'est ce qu'on peut faire maintenant avec de la vidéo, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Cette nouvelle fonction, effectivement, Expand de Runway, là, je vois une utilisation vraiment concrète pour moi, mon travail de réalisateur de pub de tous les jours. Typiquement, une image tournée en verticale avec un téléphone, elle a l'avantage d'être parfaite pour être visionnée sur un autre téléphone, mais si on veut en faire une image carrée ou 16:9 par exemple, c'est ça. Il nous manque les 4/5 de l'image en fait. Oui, non mais c'est ça. Alors moi, ce serait plutôt l'inverse en fait. Ouais. Moi, généralement, je fais des pubs destinées à la télé, et donc c'est un format plutôt 16/9. Mais on me demande toujours la version pour les réseaux sociaux en 9/16. Donc c'est un cadrage complètement opposé, on va dire. Et donc c'est très difficile de pouvoir cadrer les deux. Il y a des techniques évidemment, cadrer en carré par exemple, mais c'est pas confortable. Moi j'essaye quand même de cadrer en 16:9 pour avoir l'image que je veux au final. Après la plupart du temps ça marche, mais il y a certains cadrages, il y a certains plans qui ne marchent pas en 9/16. Et donc là, cette fonction Expand permet de venir mettre son image 16:9 et de pouvoir l'agrandir en haut et en bas pour avoir un cadrage vraiment parfait en 9/16. C'est-à-dire que, oui, pour être très clair, ça ne consiste pas à cropper l'image, donc à enlever un bout à gauche et à droite pour avoir le format 16:9 dans la hauteur qui existait déjà. C'est-à-dire, en fait, tu vas garder l'image telle qu'elle et tu vas ajouter de la matière, de la vidéo. C'est ça. Au-dessus et en dessous. La matière vidéo, quelque chose qui n'existait pas va être généré et ça marche vraiment bien, quoi. Alors, pour l'instant, il y a quelques limitations.
limitation de temps. Pour l'instant, ça marche sur des rushs de 10 secondes maximum. C'est pas mal déjà 10 secondes. C'est déjà pas mal. Moi pour les pubs télé, c'est des plans, généralement, ils font moins de 10 secondes. Donc, pour moi, ça va très bien. Il y a une limitation, pour l'instant, en termes de format. C'est moins que du HD. Donc, même si on lui fournit du HD, lui va, en tout cas, en output, va faire du 1280 par 768, je crois. Ah ouais, ouais, quelque chose comme ça. Donc, mais c'est pas grave parce qu'après il y a d'autres outils comme Topaz qui vont permettre de regagner, de réagrandir ces images. Donc là, tu veux dire que tu fais du downscaling et ensuite de l'upscaling en bon français. En tout cas, là, on est un peu limité par cette, c'est une V1 de cet outil. Donc, pour l'instant, on est un peu obligé de passer par là. Et l'autre petite limitation, c'est que pour l'instant, on est obligé d'étendre. La vidéo qu'on met, elle est au milieu, elle est centrée. Donc, si on génère autour, voilà, c'est en haut, en bas ou à gauche, à droite. C'est forcément symétrique. C'est forcément, voilà. Donc, il y a cette petite limitation, mais honnêtement, c'est assez bluffant. Ça crée bien ça suit bien la vidéo d'origine. Ça ne modifie pas la vidéo d'origine. Ça étend en haut, en bas, à gauche, à droite. Et c'est assez bluffant. Donc moi, je vois vraiment une utilisation de tous les jours, quoi. Mais maintenant, non, cet outil-là, vraiment recrée même sur des plans qui bougent, qui bougent beaucoup. Donc là, recrée de la matière. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui change la donne. Même s'il y a des limitations, je trouve que c'est une super utilisation concrète, qui peuvent être utiles tous les jours, quoi. Comment ça se fait que des créatifs comme toi sont plus à l'aise avec ça comme un outil d'aide et que justement ça te fait pas peur, par exemple, pour ton métier? Il y a plein de gens qui peuvent générer des images juste avec un prompt et créer des choses waouh. C'est vrai que ça peut créer des choses assez inattendues, assez belles très facilement. Mais après, ça c'est bien, mais ça on peut, c'est pas utilisable pour des productions. Enfin, c'est chouette, ça rend très bien, mais il y aura pas de continuité d'une image à l'autre. Il y aura des problématiques de post-production. Moi, ce que je recherche, c'est plutôt des outils qui vont m'être utiles sur la matière que moi je vais créer pour m'assister. Pour recréer de la matière autour de mon image. Moi, ce que je recherche aussi, c'est quelque chose où je pourrais effacer des objets dans mon image que j'ai créée ou en rajouter. Ça, c'est un outil un peu qui a été annoncé sur Premiere Pro dans les prochaines versions et je suis très, très intéressé de voir ce que ça pourrait donner. Ouais. Étendre un rush, par exemple. Et des fois, il nous manque une petite demi-seconde en plus. Et si on pouvait générer des choses comme ça. Ou alors, ça pour le coup, ça arrive. Hein. C'est dans Premiere Pro. On l'a vu avec Fred Roland il y a quelques semaines. Exactement. Mais dans cette idée d'outil, c'est je crée de la matière. Et je peux la manipuler, je peux aller plus loin que du simple montage. Donc voilà, modifier ma matière, c'est ça qui est vraiment intéressant. Ou alors pouvoir carrément changer, par exemple, le regard de mon comédien sur un rush. Peut-être que dans le futur, on pourra rajouter un petit peu de sourire à 10%, rajouter un peu d'inquiétude à 20%. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Rajouter un regard, un raccord pour que le raccord soit un petit peu mieux. C'est du détail, mais moi, je le vois plus comme ça. C'est des choses qui ne se verraient pas dans ton image. C'est plutôt comme ça que je vois mon utilisation. Et après, je trouve ça très bien aussi... toutes les utilisations qui sont faites pour créer des mondes virtuels, des mondes impossibles. Et de l'autre côté, je trouve ça hyper bien aussi de pouvoir faire ce genre de contenu. Donc, c'est des choses qui cohabitent. Moi, je le vois comme des outils. Je ne le vois pas comme quelque chose qui va remplacer tous les graphismes. En tout cas, j'espère pas. Mais clairement, en tout cas, pour l'instant, on n'y est pas encore. Merci beaucoup. Günther Gerhardt, d'être venu dans les Voix de la Tech cette semaine. C'était un grand plaisir. Ouais. Et à bientôt. À bientôt, merci à vous. Merci Günther, j'espère à bientôt aussi. À bientôt.
C'est la fin de l'épisode 10. On espère que vous vous êtes régalés comme nous et on vous donne déjà rendez-vous vendredi prochain, c'est-à-dire le 6 décembre. D'ici là, suivez les Voix de la Tech sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et aussi sur Blue Sky, où vous nous trouverez aussi l'un et l'autre. Partagez nos publications sur les réseaux. On a besoin de vous et de votre relais pour nous aider à faire connaître les Voix de la Tech. Pour vous abonner, tous les liens sont à retrouver sur le site lesvoixdelatech.com. Lien notamment vers la version intégrale sur Apple Podcast. Même concept, même sommaire, même voix, mais avec des interviews en totalité. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Bye bye.